Bonjour à tous. Chers amis, je suis très heureux de vous accueillir, toujours aussi nombreux, pour ce rendez-vous traditionnel. Vous le savez, à l'AMF, on accorde une importance très particulière à cette journée de formation des responsables de la conformité. C'est déjà la 17e édition. Je salue en particulier les anciens qui sont là pour la 17e année consécutive. Je constate avec plaisir que vous êtes chaque année un petit peu plus nombreux à vous inscrire. Vous êtes 790 à être inscrits cette année. C'est un peu plus que l'année dernière et un peu moins que l'année prochaine. Bravo et bienvenue à tous. Il me revient donc la tâche d'ouvrir cette journée studieuse durant laquelle mes collègues vont vous parler en détail de MIF2, de PRIPS, d'EMIR, d'OPCM5, de MAR, de CMU, des MMF et tout un autre tas d'acronymes barbares qui sont notre, mais aussi votre quotidien. Il nous reste en effet encore beaucoup d'efforts avant de parachever la mise en œuvre des importants paquets de réformes dits Barnier, issus de la crise financière de 2007, 2008, 2009. L'AMF tient à vous accompagner et à vous guider dans ces travaux considérables avec l'organisation de journées comme celle-ci ou de formations spécifiques sur les directives comme celles que nous avons organisées ces derniers mois, par exemple à la Maison du Barreau, sur les différentes parties de MIF2. Nous vous accompagnons aussi en produisant de la doctrine, que nous voulons bien sûr la plus claire possible, en publiant des guides professionnels comme ceux sur MIF2 ou sur l'utilisation des stress tests, pour ne citer que les plus récents. J'entends toujours des critiques assez nombreuses sur la complexité de ces textes, leur ambition excessive, les délais très contraints de mise en œuvre imposés à l'industrie. Je souhaiterais à cet égard insister devant vous en introduction sur deux aspects. Les régulations que nous mettons en œuvre sont européennes. Cela veut dire que les textes ont dû faire l'objet de nombreux compromis qui ne sont pas toujours simples et faciles à interpréter. Si les niveaux 1 et les niveaux 2 sont allés dans un niveau de détail très supérieur à ce qui existait auparavant, c'est d'abord pour veiller à ce que tous les pays européens appliquent de manière identique les mêmes règles et qu'on n'ait plus les possibilités d'arbitrage réglementaire que l'on a pu connaître auparavant. Mais en même temps, c'est vrai, nous avons des problèmes croissants de délai de fabrication de ces textes. Les équipes de l'AMF sont très actives au sein des instances européennes et notamment de l'ESMA pour finaliser ces règles européennes. Nous avons toujours milité et œuvré pour que ces règles, et en particulier le niveau 3, en cours d'élaboration dans pas mal de textes stratégiques en ce moment, notamment MIF2, que ces textes de niveau 3 soient élaborés avec un délai significatif avant leur mise en œuvre. Nous avons aussi milité pour que l'industrie soit largement consultée. Je dois reconnaître que sur ces deux questions, le délai et la consultation, tant en ce qui concerne MIF2 que PRIPS, nous n'avons été que très partiellement entendus et je le regrette. Avant de vous plonger dans le détail de ces textes et de leur calendrier d'application, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions maintenant sur le contexte de grande incertitude internationale dans lequel nous évoluons sur le futur de la régulation financière. Incertitudes qui sont néanmoins porteuses d'opportunités qu'il nous faut tous ensemble saisir si nous voulons renforcer la compétitivité de la place. Ce sera mon dernier point. Donc, après le choix des Britanniques de sortir de l'Union européenne, après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, avant une élection présidentielle en France devenue elle aussi incertaine, les certitudes que nous avions dans de nombreux domaines ont été ébranlées. Rejet du modèle européen, tentation de repli identitaire, protectionnisme, remise en cause d'accords commerciaux internationaux, remise en cause annoncée de tout ou partie du Dodd-Frank Act. Les conséquences de cette nouvelle donne sont pour les régulateurs et pour l'industrie financière encore très peu lisibles. Aussi, en tant que régulateur, je vais concentrer mon propos sur l'événement qui nous concerne le plus directement et sur lequel nous avons bien sûr commencé à beaucoup travailler, je veux dire le Brexit. À l'heure où je vous parle, personne ne sait exactement ce qui va se passer et quelles vont être les conséquences du Brexit pour l'Europe financière. Dans la phase de négociation qui va s'ouvrir, il va falloir trouver le bon équilibre dans les relations avec Londres, qui restera bien sûr une place financière majeure, entretenant de nombreux liens avec l'Union européenne, mais cessant de bénéficier des avantages du passeport européen. Comme vous le savez, le régime qui s'appliquera sera sans doute par défaut
Le régime qui s'appliquera sans doute par défaut aux relations entre le Royaume-Uni et l'Europe des 27, c'est celui des régimes qu'on appelle des régimes d'équivalence, qui sont prévus dans un très grand nombre de régulations financières, mais pas dans toutes. Le problème de ces régimes, c'est qu'ils sont vagues, qu'ils sont imprécis et que leur mise en œuvre dans la durée n'est pas du tout encadrée. On voit qu'ils n'ont pas été faits pour un grand pays comme le Royaume-Uni. Peut-être donc seront-ils modifiés, améliorés dans le futur. Cela fait partie des nombreuses incertitudes actuelles. En tout cas, il importe pour nous, le régulateur, et pour les autorités françaises, que ces régimes, s'ils s'appliquent aux services financiers basés au Royaume-Uni, soient plus précis, soient encadrés au départ, mais aussi dans la durée. De même, il importe également que les conditions de délégation d'activités à partir d'entités localisées dans la future Union à 27 et au profit d'entités situées à l'extérieur du territoire de l'Union soient également et précisément encadrées. Nous avons obtenu et milité pour que l'ESMA travaille rapidement dans ce sens. Ces questions de délégation, vous serez sans doute amenés à vous les poser rapidement dans l'exercice de vos métiers et à anticiper leur impact sur les relations que vos établissements entretiennent avec des entités basées au Royaume-Uni. En tant que régulateurs, nous porterons aussi une attention particulière au maintien de l'accès aux données en provenance d'entités régulées par la FCA, notre homologue britannique. Cet accès nous est en effet nécessaire, indispensable dans le cadre de l'exercice de notre mission de surveillance des marchés et des acteurs. La réciprocité, bien sûr, est tout à fait vérifiée. Vous l'avez compris, une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union, nous devons rester en capacité de contrôler et de maîtriser les risques et nous assurer aussi qu'il n'y ait pas de tentation de dérégulation de la part de nos amis britanniques. Heureusement, ce n'est pas du tout ce que nous entendons des autorités londoniennes pour l'instant. Je me permets cette remarque car les signaux en provenance des États-Unis sont en revanche beaucoup moins lisibles. Le président Trump a fait des annonces assez fracassantes sur sa volonté de détricoter le Dodd-Frank Act. Dans les faits, il semble que les spécialistes et nos homologues soient beaucoup plus prudents sur tous ces sujets. En tout cas, je vous promets que la direction de l'AMF n'a pas l'intention d'annoncer par tweet tous les 3 jours des changements de la doctrine actuellement en vigueur. Au-delà des risques que je viens de mentionner, la nécessité pour les établissements basés à Londres de continuer à travailler avec l'Europe continentale va conduire à un paysage des marchés financiers en Europe beaucoup plus fragmenté, dans lequel il y aura évidemment des opportunités pour la place de Paris. L'AMF, d'ailleurs, n'a pas attendu l'annonce du Brexit pour agir en faveur d'une plus grande compétitivité. Nous avons toujours estimé qu'un régulateur efficace était un élément majeur dans ce domaine. La régulation doit savoir encourager l'initiative tout en protégeant les épargnants. C'est pourquoi je suis très attaché à une régulation française qui n'ajoute pas aux exigences réglementaires européennes sous couvert de spécificité nationale. C'est ce qu'on appelle le fameux gold plating, et c'est ce que nous faisons et ce que nous avons veillé scrupuleusement, par exemple, dans le cadre de la transposition de MIF 2 en France. C'est également l'esprit des 7 mesures récentes sur la gestion d'actifs qui vont permettre une plus grande visibilité, une plus grande attractivité des fonds français à l'international. C'est le programme d'attractivité que nous avons osé appeler FROG. Je ne m'y attarde pas car un atelier est consacré à ce thème cet après-midi. FROG a constitué, je crois, un excellent exercice pour l'AMF et l'industrie de la gestion et nous entendons le poursuivre dans la gestion d'actifs et pourquoi pas l'étendre à d'autres secteurs d'activité. Toujours dans le but de renforcer la compétitivité, l'AMF a adopté une politique très ouverte à l'égard des fintechs françaises que nous accompagnons en les aidant à comprendre la régulation financière, à installer leur terrain sur un terrain sécurisé, leur projet, sur un terrain sécurisé et propice au développement. L'équipe dédiée mise en place au sein de l'AMF en juin dernier a déjà vu une centaine de porteurs de projets, soit tout seuls, soit en commun avec la CPR qui effectue en parallèle la même type de démarche. Le Brexit nous a conduit à prolonger et accentuer cet effort en proposant aux FinTech, mais aussi aux établissements financiers britanniques désireux de s'installer en France, un dispositif qui accélère et simplifie les procédures, le Too Big Ticket, qui permet aux sociétés domiciliées à Londres ayant obtenu un agrément de la FCA d'obtenir une sorte de pré-agrément de l'AMF en 2 semaines avec des interlocuteurs anglophones et une documentation possiblement en anglais.
Ensuite, une fois le programme d'agrément complété, les acteurs obtiennent un accès au passeport européen dans des délais très compétitifs. Bien sûr, le régulateur seul ne peut pas tout. Certaines questions importantes pour la compétitivité de la place, comme le droit du travail ou la fiscalité, ne sont pas à notre main. Cependant, Paris dispose d'atouts non négligeables dans beaucoup de domaines, parmi lesquels les établissements bancaires, assurantiels d'envergure mondiale qui sont très représentés dans cette salle, une industrie de la gestion dynamique, la présence de l'ensemble des métiers financiers et des équipes hautement qualifiées. Aussi, tous ensemble, nous pouvons agir au bénéfice de notre place, de son développement et de sa solidité. Vos établissements, en poursuivant le développement de leurs activités en France, le régulateur, en conduisant et en vous accompagnant dans la mise en place d'une régulation européenne, et vous tous, responsables de la conformité, en tant qu'acteurs majeurs de la sécurité de notre écosystème. Vous faites un métier compliqué, un métier parfois difficile, mais vous êtes un maillon indispensable de la réussite d'une place financière. Je vous remercie de votre attention et vais donc maintenant laisser la parole à mes collègues, Laure Tertrais, Guillaume Hélier, Stéphane Pontoiseau et Philippe Sourlas. Je remercie la direction de la gestion d'actifs, la direction des affaires juridiques, la direction des marchés et la direction des relations et des affaires internationales qui ont contribué, qui ont travaillé à l'organisation de cette journée. Je vous la souhaite fructueuse, intéressante. Bonne attention et bonne matinée à tous.